Imaginez un instant, et si un livre de poésie, vieux de plus de 1000 ans, contenait en fait une sorte de mode d'emploi pour nos émotions, même les plus modernes? C'est une idée assez folle, n'est-ce pas? Eh bien, c'est précisément ce qu'on va explorer aujourd'hui, en plongeant dans l'une des œuvres les plus fondamentales de toute la littérature japonaise. C'est une question immense. Pour beaucoup de cultures, la réponse, elle se trouve dans les récits de guerre, dans les conquêtes, dans des textes de loi fondateurs. Mais pour le Japon, du Xe siècle, la réponse était radicalement différente. Oui, vous avez bien entendu, un recueil de poésie. Pas une épopée guerrière, non. Une anthologie délicate, méticuleusement organisée et commandée par l'empereur lui-même. Le but? Définir l'identité culturelle de toute une nation. Alors, pour vraiment saisir la portée de cette œuvre, il faut faire un petit voyage dans le temps. Plongeons-nous dans son époque, la fameuse ère Heian. C'était un moment absolument charnière, un véritable tournant dans l'histoire du Japon. Il faut se remettre dans le contexte. Le Japon, à ce moment-là, commence à sortir de l'immense ombre culturelle de la Chine. Après des siècles à regarder vers le continent, une nouvelle confiance émerge. L'aristocratie, qui vit une période de paix relative, développe une culture de salon incroyablement raffinée, où ce qui compte, ce n'est plus la force brute, mais la sensibilité, l'élégance, le talent poétique. Le pouvoir est en quelque sorte en train d'être redéfini. Et c'est là qu'une décision absolument révolutionnaire est prise. Au lieu de continuer à utiliser le chinois, la langue du prestige et du savoir, l'élite décide de faire du waka, un poème court de 31 syllabes écrit en japonais natif, l'art officiel de la nation. C'était un acte d'indépendance culturelle d'une audace folle. Une manière de dire, notre langue, notre propre langue est capable d'exprimer les émotions les plus profondes. Et l'homme qui se voit confier cette mission monumentale, c'est Kino Tsurayuki. Alors attention, ce n'est pas un grand seigneur, il a un rang plutôt modeste, mais son génie poétique, lui, est incontesté. Sa tâche n'était pas juste de rassembler des poèmes, c'était de créer un véritable chef-d'œuvre qui prouverait au monde, et surtout aux Japonais eux-mêmes, la valeur de leur propre langue et de leur sensibilité. Parce que, et c'est ça qui est génial, le Kokin Wakashu n'est pas une simple collection de poèmes jetés pêle-mêle, non. C'est une expérience émotionnelle, pensée, orchestrée, une véritable cartographie du cœur humain. L'anthologie est organisée selon le fil des saisons, mais ça va bien plus loin qu'une simple description. Ça cartographie un véritable voyage émotionnel qui dure 1 an. En lisant, on ressent l'attente du printemps, la joie de la floraison, puis la douce mélancolie de la fin des cerisiers. C'est le cycle de la nature qui vient se superposer au cycle de la vie. C'est l'une des premières codifications de ce qui deviendra le fameux Mono no Aware, cette sensibilité à la beauté éphémère des choses. Et quand on regarde la répartition des thèmes, quelque chose saute aux yeux. Un tiers des poèmes, une part absolument énorme, est entièrement consacrée à un seul et unique sujet, l'amour. Et la manière dont cet amour est traité est très, très particulière. En fait, l'anthologie ne se concentre pas sur l'amour heureux, l'amour qui finit bien. Pas du tout. Au contraire, elle dissèque avec une précision quasi psychologique la douleur de l'amour. Elle nous déroule un récit universel de la romance, depuis les tout premiers frémissements jusqu'au chagrin, souvent inévitable. L'accent est mis sur la souffrance, sur l'attente, sur la perte, des émotions qui, plus de 1000 ans plus tard, nous parlent toujours aussi fort. Le génie de cette œuvre, ce n'est pas seulement sa structure, c'est aussi son message philosophique. Le Kokin Wakashu propose une idée radicale sur la place de nos émotions dans le monde. C'est la question que Kino Tsurayuki pose de manière implicite dans sa célèbre préface. Et sa réponse va changer à tout jamais la littérature japonaise. Voilà, c'est la phrase clé. Pour Tsurayuki, la poésie, ce n'est pas un exercice intellectuel, un truc artificiel. C'est une expression naturelle, organique, de l'émotion humaine. C'est comme une plante qui pousse à partir d'une graine. Les mots naissent des sentiments qui sont dans notre cœur. Et il va même plus loin. Tsurayuki affirme que cette poésie, née du cœur, possède un pouvoir immense, un soft power, comme on dirait aujourd'hui. Elle peut influencer les dieux, faire pleurer les démons, harmoniser les relations humaines et même calmer la fureur des guerriers. C'est une déclaration de foi absolue dans le pouvoir de l'art et de l'émotion pour façonner le monde. D'accord, mais en pratique, ça donnait quoi? Prenons un exemple concret, un poème du compilateur lui-même. C'est un exemple parfait de cet esprit intellectuel et élégant de la cour de Heian. Alors, petite histoire. Tsurayuki a improvisé ce poème en revenant dans une auberge après une très longue absence. L'autre lui a fait une remarque un peu sarcastique, et voilà sa réponse.
Au lieu de se vexer, il répond avec une élégance parfaite. Il oppose le cœur humain, si changeant, à la fidélité du parfum des fleurs de prunier. C'est une réplique pleine d'esprit, un petit jeu intellectuel qui désamorce la tension avec une grâce infinie. Voilà, c'était ça l'idéal de l'aristocrate de l'époque Heian. Alors, la question finale. Pourquoi est-ce que ce livre si ancien nous parle encore aujourd'hui dans un monde qui n'a plus rien à voir? Eh bien, parce que son message est peut-être plus pertinent que jamais. On vit dans une société qui valorise la productivité, la rapidité, l'efficacité. Le Kokin Wakashu, c'est tout l'inverse. C'est un antidote. Il nous rappelle l'importance de ralentir, d'observer et de ressentir les choses profondément. Le message final, c'est peut-être celui-là. Tous ces moments que notre société moderne pourrait qualifier d'improductifs, contempler la nature, pleurer un amour perdu, sont en réalité les graines de notre humanité. C'était vrai il y a 1100 ans, et ça l'est toujours. C'est ce qui nous rend fondamentalement humains. Finalement, lire cette anthologie, c'est comme recevoir une invitation. Une invitation à faire une pause, à regarder autour de soi, à écouter son propre cœur, et peut-être à redécouvrir les myriades de feuilles de mots qui y sommeillent.